Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la notion de groupe et plus spécifiquement celle de groupe intérieur. On pourrait dire qu'aujourd'hui, la mode est au groupe. On fait des groupes pour tout, qu'ils soient physiques ou virtuels. On voit bien l'élan que nous avons à vouloir de plus en plus nous regrouper. Et dans cette vidéo, on va commencer par aborder la notion de groupe formel, groupe extérieur, ce qu'on pratique déjà tous beaucoup, pour ensuite développer une notion moins répandue, celle du groupe intérieur. Alors Céline, est-ce que tu veux nous partager ce qu'on perçoit, ce qu'on a perçu de la nature et du fonctionnement des groupes? Oui, voici quelques éléments qui peuvent nous aider à définir le groupe, en commençant par observer les différents groupes physiques ou rassemblements que nous connaissons, tels que des associations, des entreprises, etc. Pour ces groupes, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait toujours un point commun, ou un but commun, ou une raison d'être de ces rassemblements d'individus qui portent une même valeur, ou un même combat parfois, ou une même idée politique, ou un même but d'entreprise. Il y a une sorte de collaboration entre les individus qui se met en place pour nourrir et soutenir cette raison d'être ou ce but commun. Nos recherches nous ont amenés à observer qu'à un moment, il y a quelque chose qui bascule, c'est-à-dire que c'est le groupe qui prend le pas sur les individus. Et là, ça devient intéressant, parce que ça veut dire que ce sont les besoins du groupe, le rythme du groupe, les caractéristiques du groupe, comme une entité à part entière, qui prennent le dessus. C'est le groupe qui mène la danse, qui demande à ses parties constituantes de travailler, de faire des choses pour lui, en son nom. Ces parties consentent pleinement à cette demande. Elles sont rentrées pleinement dans la danse. On peut même observer que la force en tant que groupe est décuplée par cette cohésion et cette vie de groupe. En poussant encore plus loin notre réflexion, on s'est rendu compte qu'en fait, tout part du groupe. Il n'y a rien dans la nature qui ne s'insère pas au sein d'un groupe. Regardez les classifications des espèces animales, végétales, les constellations d'étoiles regroupées. Même l'être humain, par ses caractéristiques spécifiques, est classé dans des groupes. Toute histoire particulière s'inscrit naturellement dans une origine de genre, de famille, d'ordre, de classe. A fortiori, dans l'humanité, on pourrait dire qu'il n'y a donc pas un seul être humain qui vive sans être affilié à un groupe. On a vu que finalement, ce ne sont pas des individus qui se rassemblent pour faire quelque chose. C'est le groupe, son besoin ou sa raison d'être de groupe qui rassemble ces parties. Ça change toute la vision du monde. C'est vrai, partir du groupe pour arriver à la partie est une notion assez interpellante quand même. Car en tant que bon individu qui se respecte, nous prenons la plupart du temps pour vrai que nous nous sommes construits nous-mêmes en fait, à la force de notre seule et unique volonté. Notre conscience est entièrement concentrée autour d'un noyau personnel et souvent nous ne pensons rien devoir à personne. Et c'est seulement si nous le voulons que nous participons à des groupes. Évidemment, à des groupes qui me parlent personnellement, en tout cas dans lesquels nous trouvons un intérêt. Mais en partant du groupe intérieur, la situation s'inverse. Elle devient tout autre. Prenons cette hypothèse du groupe intérieur qui est présent en amont de chaque individualité. Cela parle alors d'une appartenance inhérente, intime, en tout et chacun. Une appartenance en tant qu'âme à un groupe d'âmes, à des familles de conscience, desquelles nous sommes issus et auxquelles nous sommes affiliés par nature, même sans nous en rendre compte. Alors c'est vrai que c'est assez difficile encore à concevoir parce que justement en tant que personnalité, on se dit, mais attends, ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que le je n'existe pas? Que cette individualité que je présente, que vous représentez, c'est pas moi qui l'ai construite? Mais alors, qui suis-je? Il y a alors un début de découverte que le je peut être intérieurement animé et peut relayer une conscience de groupe, qui est bien plus
que ces parties visibles que, par exemple, nous voyons ici sur l'écran. Le groupe intérieur ouvre sur une dimension qui est beaucoup plus grande, plus riche à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ce groupe intérieur n'est ni une addition, ni un regroupement d'individus, mais avant toute autre chose, une conscience unifiée qui se reconnaît être un ensemble vivant comme un organisme qui, avant de se reconnaître dans ses parties, se reconnaît dans cette unité. Et oui, cette notion de groupe vécue intérieurement n'est en effet pas cantonnée à un intérieur individuel, à mon petit chez-moi intérieur. Bien au contraire, cette notion invite à un intérieur très large. C'est comme te mettre à respirer au niveau du groupe, à se vivre groupe, et non plus à se considérer et se vivre en tant qu'individualité. Mais c'est bien notre individualité qui a les moyens, de par ses sens, de reconnaître ce que vit le groupe, son but, ses besoins, et de discerner ce qu'elle est en mesure de faire pour servir le bien du groupe et son intention. La conscience d'être groupe, ce groupe intérieur, nous rappelle que nous sommes un ensemble vivant et conscient. Elle nous invite lentement mais sûrement à ne plus nous considérer uniquement comme des individus, mais à nous considérer comme humanité, comme fibre humaine de ce grand tissu vivant, lui-même partie constituante d'un plus grand tout vivant. Et qu'en tant qu'âme, nul ne vit pour lui-même, pour lui tout seul. On entend d'ailleurs aujourd'hui certains chercheurs dire que si on veut continuer à pouvoir vivre sur cette planète, il va vraiment falloir se mettre à penser en tant qu'humanité et plus en tant qu'individu. Ça commence à devenir une évidence que si nous réfléchissons à des sujets collectifs à partir de nos individualités, à partir de nos convictions personnelles, de nos visions étroites, ce qui en découle ne peut pas prendre en compte tout l'ensemble. Et on va vouloir imposer des choses qui ne sont pas globalement justes pour tous. D'ailleurs, on sent dans les groupes formels qu'on nourrit toujours sa propre idée, sa propre vision des choses, même si elle est partagée par plusieurs personnes en même temps. On sait aussi que si ça nous plaît plus, on peut quitter un groupe. S'il ne nous convient plus, on peut s'en extraire. On change d'association parce que celle-ci est mieux que l'autre. Or, dans le groupe intérieur, dans cette notion d'être humanité, beaucoup plus grande que nos individualités, on sent qu'on ne peut pas s'en extraire. Il y a ici une responsabilité qui pointe son nez, mais sans qu'on sente un fardeau, car ce n'est pas qu'une responsabilité individuelle. Bien au contraire, cette envie de retrouver et de se souvenir d'un groupe intérieur qui pense déjà en termes d'unité est joyeuse. Et en le devenant, on se met à penser avec. On commence à penser un même, en tant qu'une seule humanité. Et quand on parle de groupe intérieur, il s'agit d'un fonctionnement semblable au groupe formel. À un moment, il y a bascule. Quand la personnalité s'est donnée profondément au groupe, à un moment, c'est le groupe qui prend le pas et qui mène la danse. En cherchant notre nature profonde, nous devenons inévitablement le groupe que nous sommes, en amont, intérieurement, consciemment et en silence, et ceci notamment par la méditation. Et c'est en tant qu'entité groupe vivante que nous réunissons naturellement toutes les parties vivantes. Il ne s'agit plus de créer un groupe, il s'agit de regagner et de reconnaître ce qui existe déjà. Et c'est en tant que conscience de groupe que nous nous sentons appartenir aux différents groupes de conscience intérieure, faisant tous partie du groupe Humanité Une, conscience qui a donné vie à toute l'humanité. Oui, et c'est vraiment encourageant cette appartenance commune intérieure. Même s'il nous reste encore un peu de chemin à parcourir, parce qu'aujourd'hui nous vivons encore majoritairement en tant que conscience individuelle, mais quand la conscience de groupe a commencé à poindre, ça bascule petit à petit. Et nous commençons à nous intéresser avant tout à la conscience unifiée derrière les apparences, à des vécus collectifs, solidaires, et nous en faisons une priorité. Alors,
on comprend qu'être conscient en tant que groupe intérieur, en tant qu'humanité, ne permettra plus de faire n'importe quoi, ne permettra plus de vouloir exclure ceux qui ne nous plaisent pas personnellement, ou de vouloir convaincre à tout prix ceux qui pensent différemment de nous, quitte à les forcer un peu, beaucoup, mais en tout cas à les amener dans notre direction. Parce que justement, dans cette conscience humaine, au sein d'un organisme vivant, toute partie a sa raison d'être. Chaque individu devient un terminal, un porte-parole de l'intention de l'organisme. Et certes, encore une fois, plus ou moins déformé, mais tout de même, faisons partie de nous. Et cela aiguise le sens du discernement des différentes parties, mais qu'on ne peut plus jamais séparer. C'est comme finalement dans un organisme humain, certes à une échelle plus grande, mais où chaque cellule, chaque organe a une fonction bien spécifique. Hépatique, lymphatique, respiratoire, musculaire. Mais en fait, tout cela ne fait que sens s'ils répondent à l'intention de l'organisme entier. Sinon, c'est l'organisme entier qui en pâtit. En effet, on se rend compte que le groupe ne fonctionne correctement que si chaque partie ou chaque cellule est au service du groupe et de cette raison d'être commune. Prenons un exemple et entraînons-nous à l'exercice de l'analogie. Nous avons tous fait partie d'une équipe dans un sport collectif à un moment donné de notre vie, à l'école ou en club. Et cette équipe est invitée à un match. On vit le match si intensément qu'on se rend compte que quand l'intérêt du groupe prime avant notre petite personne, on s'est oublié. On a oublié notre petite blessure, on a oublié nos problèmes de la maison ou avec notre patron, on oublie tout le reste pour se donner pleinement au match et à l'équipe. Oh, on a fait un super match. Il y avait une osmose dans l'équipe. On a senti que tous se sont donnés à fond. On a joué collectif. En fait, on s'est donné au profit de la réussite du groupe. Voire même après le match, on se trouve un peu transformé. On palpite encore en tant que groupe. Par comparaison, essayons d'appréhender ce qui se passe dans notre intériorité. Là aussi, il s'agit de s'offrir. Cela nous montre que c'est en se donnant et en offrant sa volonté personnelle qui se pense séparée à la volonté du groupe intérieur que la magie peut opérer. Quand on dépose notre volonté personnelle, on s'en remet complètement à la conscience collective ou conscience de groupe qui nous a créés et qui est à l'origine de ce que nous sommes. À ce moment-là, le groupe en nous se met à vivre, à vibrer. Et une fois devenue cette conscience une, dans un second temps, ma personnalité s'en trouve transformée. Ma volonté personnelle se trouve intégrée complètement pour être au service de quelque chose de plus grand, pour être utilisée, investie par des valeurs d'ensemble. Elle est incluse dans le grand groupe, pour le bien commun. C'est vrai que ça demande un effort, un choix même, un entraînement quotidien, comme les sportifs qui répètent inlassablement leurs gestes. Mais une fois qu'on a fait le choix, il y a vraiment une grande joie de participer à l'entraînement du devenir de cette grande humanité. On n'y croit pas trop au début. On a l'impression de rien de faire de visible ou de tangible. Mais c'est sans compter sur la puissance du groupe intérieur qui est illimitée et qui nous attire inlassablement à elle. Et oui, et quand tu parles d'effort, cela indique bien qu'il y a vraiment quelque chose à cultiver, à fonder nouvellement intérieurement et à faire l'effort de nous entraîner régulièrement à penser en tant que groupe. Parce que c'est tellement un réflexe de penser depuis notre individualité, séparée de tout groupe, indépendamment des autres, et on en est même fier, et c'est ça qu'on veut tout un temps. Mais quand on réalise et qu'on prend conscience que c'est plus juste, ce n'est plus ça qui est juste, c'est là qu'il y a à faire un effort d'entraînement intensif, à consacrer une bonne partie de notre énergie et de notre temps à accompagner ce changement d'identité pour transformer la suprématie du moi individuel. On entend parfois que c'est l'humanité qui est en train de détruire la planète. On condamne le fonctionnement humain. Et ça se comprend parce qu'en effet, nos attitudes d'humains sont encore très égoïstes, très autocentrées, à plus ou moins grande échelle, bien sûr.
Et c'est un passage incontournable, mais maintenant il est grand temps pour ceux pour qui ça résonne de se mettre à fonctionner depuis cette conscience plus large que nous sommes et de nous sentir unis dans notre intériorité. Et que l'individu qu'on a bien développé commence à se mettre au service des valeurs d'ensemble et des idées bonnes pour tous. Alors le bien commun et les justes relations seront notre unique phare. Penser en tant que groupe, on le fait en fait à chaque fois qu'on s'extrait de notre pensée personnelle, qu'on s'ouvre à une pensée plus large, plus grande, plus proche des principes essentiels et moins déformée par les formes. Alors on se hisse intérieurement au niveau du groupe de tous les penseurs auxquels on appartient en tant qu'être pensant. Et de là, on écoute avant de penser et on se laisse surprendre par rapport au thème sur lequel on travaille dans ce silence. On entend vraiment qu'il s'agit de nous éduquer, de nous entraîner joyeusement à redevenir l'être de groupe conscient que nous sommes. Et c'est par la méditation qu'on arrive à changer l'état de conscience et à retrouver cet état plus grand, plus inclusif de nous-mêmes. Alors effectivement, au départ, nous touchons cette conscience de groupe d'une façon un peu fugace. Mais plus on s'entraîne, plus on se donne à cette conscience de groupe, plus on arrive à la conscientiser, à la devenir et à la rendre plus claire, pour la laisser se prolonger jusque dans notre façon d'être au quotidien. Cela devient alors une réalité au sein même de nos individualités. Parce qu'encore une fois, la conscience de groupe n'annule pas, elle ne supprime pas les individualités. Elle les réinvestit différemment pour créer des pensées, des relations, des idéaux, des actions plus justes pour l'ensemble des terriens. Et c'est pour répondre aux besoins du monde d'une manière plus adaptée que la conscience de groupe, cet état d'être intérieur, demande à être recherché et cultivé. Et c'est notre seul moyen d'amener des réponses plus inclusives pour répondre aux différences qui existent dans ce monde et qui en ce moment s'exacerbent assez fortement. Quand on voit par exemple la montée des extrêmes, la montée du racisme, qui finalement est la peur par excellence de l'autre qui est différent, qu'il faudrait exclure, mettre ailleurs, voire même le supprimer. Et c'est bien pour ça que cette conscience de groupe, ce changement d'état intérieur, est le seul endroit dans lequel on peut commencer, et je dis bien commencer, à répondre collectivement, en prenant en compte tous les autres comme une partie du grand soi, et pas seulement ceux qui me plaisent. Et c'est en tant qu'ensemble pour l'ensemble. Tous pour tous, on pourrait dire. Alors attention, il n'y aura pas de solution prête à penser, pas de solution formelle toute faite, ni tout de suite d'ailleurs. Il nous faudra apprendre d'abord, et cela prend un certain temps, à nous reconnaître en tant que groupe, pour ensuite penser, aimer et parler comme un. Comment trouver sinon des réponses ajustées pour l'ensemble si on ne part pas de l'ensemble? Et ça semble être le défi du siècle à venir. Oui, un sacré défi et en même temps une opportunité de réalisation commune. Mm. Chercher à exister non plus uniquement individuellement en ignorant les autres, mais chercher à exister en tant que groupe intérieur et sentir la puissante vitalisation que cela engendre pour l'ensemble. Une vitalité ressentie et exprimée en chacun de nous. C'est plutôt stimulant car ça laisse entreapercevoir un possible où l'humanité, au lieu d'amener désastre et disharmonie par la guerre et l'égocentrisme, trouve réellement sa place sur la planète, en accompagnant la réalisation de toute sa beauté. Alors pour conclure, on pourrait dire que le groupe intérieur amène beaucoup plus d'humanité pour l'humanité et les terriens, et ceci en chacun de nous. Et que reconnaître de l'intérieur notre universalité est le début de la solution des justes relations ici sur Terre. En tout cas, quand on retrouve l'intériorité unifiée, c'est de là que vient l'élan puissant et collectif qui transforme notre raison d'être et notre état d'être au monde. Alors,
Sommes-nous prêts pour le changement? Car le changement peut commencer maintenant, à l'intérieur de chacun et ensemble. Merci pour votre écoute. Et à bientôt dans les prochaines capsules. Au revoir.